Pas si simple, le podcast qui promet de la nuance et du respect dans le brouhaha médiatique. Thème du jour, handicap, l'inclusion est-elle toujours un combat ? Jamais les Jeux paralympiques n'avaient été autant mis en valeur que lors de cette édition 2024 à Paris. Et l'adhésion du public a validé l'idée qu'un para-athlète peut être admiré, nous transporter, nous faire vibrer par ses performances comme tout autre grand sportif. Alors s'agissait-il d'une parenthèse ou du signe qu'une meilleure inclusion est bien en marche ? Pas si simple est un podcast proposé par Le Jour du Seigneur, RCF et les Semaines sociales de France, animé par Éric Paillet, Étienne Pépin et Isabelle de Golemin. Milena Sureau a été de cette formidable aventure des Jeux paralympiques 2024. La championne de badminton a ainsi réalisé un rêve, elle qui souffre d'une maladie rare qui la prive peu à peu de l'usage de ses jambes et qui à 18 ans a été diagnostiquée autiste. Après la parenthèse olympique, elle continue de se battre avec détermination pour l'inclusion à travers des conférences et son podcast Journal d'une parabaptiste. Bonjour Milena Sureau, merci d'avoir accepté notre invitation dans Pas si simple. On va parler d'une situation que vous connaissez bien aujourd'hui, c'est la question du handicap. Vous êtes athlète paralympique en badminton, vous avez vécu ce grand temps fort des Jeux olympiques. On va revenir sur votre expérience, votre histoire. Est-ce que cette volonté, cette capacité à se confronter aux difficultés, ça vient justement des difficultés que vous avez eues ? Ou est-ce que, au fond, c'est ça qui vous a aidé justement à dépasser les épreuves que vous avez rencontrées ? Je pense qu'avant tout, je suis passionnée, ce qui me permet de faire à fond tout ce que j'entreprends. Après, j'ai le handicap qui est venu, malheureusement ou heureusement, dans certains cas, se mettre sur mon chemin. Et en fait, quiconque a des événements de la vie, que ce soit accident, maladie, n'a pas le choix que derrière de continuer d'aller de l'avant. C'est vrai que souvent, tout le monde se dit « Oh là là, comment elle fait ? Moi, je pourrais pas. » La réalité, c'est que n'importe qui a un souci n'a pas le choix et se retrouve à devoir aller de l'avant. Donc voilà, combiné à ma passion pour les choses que j'entreprends, c'est vrai que ça me permet de les faire à 200%. Parce que c'est des choix de vie et de carrière que j'ai faits et qui me plaisent plus que tout et qui du coup me permettent d'y dédier ma vie, quoi. On va parler de la question de l'inclusion ce matin. Je vous propose d'abord d'écouter quelques petites phrases que nous avons été prendre dans l'actualité. Églantine Émeillé, animatrice de télévision, Le Figaro, le 7 juin 2023. Quand les politiques décident de faire une journée où ils vont accueillir à l'Élysée des enfants autistes, mais ça reste encore ceux qui sont capables d'aller là. Et donc les nôtres les plus sévèrement touchés, ça reste invisible. Et je crois que oui, si les politiques venaient réellement passer du temps avec nos enfants, les solutions, elles se feraient d'elles-mêmes. Michaël Jérémiaz, ex-tennisman fauteuil, chef de mission de la délégation française des Jeux paralympiques de Paris 2024, France Inter, le 27 août 2024. Sinon, notre combat, c'est pas uniquement le combat des 237 athlètes que vous verrez défiler demain place de la Concorde. Ce sont les 12 millions de personnes handicapées en France, les 9 millions d'aidants qui les accompagnent au quotidien et le milliard, parce que c'est de ça dont on parle, le milliard de personnes handicapées qui ne sont pas des super-héros. Claire Hédon, défenseur des droits, France Inter, le 30 août 2024. C'est absolument indispensable, là, que l'école s'adapte à ces jeunes en situation de handicap. Pour l'instant, en fait, on demande à ces jeunes de s'adapter et à leur famille. Mais les moyens sont là ou pas en cette rentrée ? Et l'autre chose, les 440 000 enfants jeunes, qui sont scolarisés, combien d'heures aussi sont-ils scolarisés ? Ça, on a besoin de statistiques beaucoup plus précises. Tony Estanguet, présidente de Paris 2024. Discours de clôture des Jeux paralympiques, le 8 septembre 2024. Waouh, chaque cri, chaque cœur que vous avez fait vibrer, vous avez changé la manière dont les gens voient le sport et comment ils voient le monde. Et le handicap. Grâce à vous, tout le monde a vu à quoi ressemblait un monde inclusif. Vous avez déclenché cette révolution paralympique et désormais il n'y a pas de retour en arrière. Philippe Croison, aventurier et conférencier, Public Sénat, le 9 septembre 2024.
Les TPE, les PME, et les mecs, ils ont tellement la tête dans le guidon qu'ils n'ont même pas le temps de réfléchir pour eux-mêmes. Donc, on leur métier en tension, mais ils vont pas recruter. Et c'est ça, ils vont pas imaginer derrière, tiens, je peux embaucher une personne capable autrement, qui est capable, qui est formée, qui a la formation, qui a toutes les compétences, qu'on lui accorde tout simplement ce que moi on m'a accordé pour mener mes aventures, juste la confiance qu'elle mérite. Mathilde François, membre du collectif handi-féministe Les Dévalideuses, Blast, le 11 septembre 2024. Le validisme, c'est l'oppression que vivent les personnes handicapées. C'est le fait de hiérarchiser les vies en fonction des capacités des personnes. C'est aussi, on peut le définir aussi en disant, le validisme, c'est le fait de rapporter la valeur d'une personne à sa proximité avec une norme valide, qui est une norme médicalement définie. C'est très culturel. Rokhaya Diallo, éditorialiste, à propos de l'absence d'un ministre dédié au handicap dans le premier gouvernement Barnier, RTL, le 23 septembre 2024. Après toute la communication qu'on a eue autour des Jeux paralympiques qui ont contribué à donner une très belle image de notre pays, le fait de répondre à cet engouement par une invisibilisation du handicap et toutes les politiques qui doivent y être associées, c'est vraiment hyper choquant et c'est une insulte à tous nos concitoyens qui sont handicapés. Pas si simple. Invité du jour, Mélina Sureau. Donc, il a 3, prise 2. Milena, on a entendu Tony Estanguet. C'était la clôture des Jeux paralympiques cet été. Nous parler de cette révolution douce de l'inclusion. C'était la promesse. Vous avez vous-même participé à ces Jeux. Est-ce que vous avez l'impression qu'en effet, ces Jeux vont marquer une étape, notamment sur la question que le regard de la société porte sur le handicap ? Alors les Jeux, donc c'est vrai qu'il y a eu toutes ces belles promesses de ça va changer le monde, ça va changer le regard, ça va changer la vie des handicapés. Moi, en tant qu'athlète paralympique, j'ai vécu des Jeux paralympiques absolument exceptionnels. J'ai vécu un moment de sport incroyable. J'ai vécu des matchs avec un public qui nous acclame, qui est à fond derrière notre sport, etc. Et ça, vraiment, je remercie la France, je remercie le comité d'organisation de ces Jeux qui a fait quelque chose de formidable pour nous, athlètes. Mais comme disait Michael Jérémia, nous, les 300 athlètes français qui ont participé aux Jeux paralympiques, on n'est pas les 12 millions de personnes handicapées qui, dans leur quotidien, s'en fichent un peu, entre guillemets, qu'une compétition sportive soit réussie. Les Jeux paralympiques, c'est une compétition sportive qui a été incroyablement bien réussie. Moi, en tant qu'athlète, j'en suis pleinement satisfaite. Maintenant, moi, qui est personne handicapée au quotidien, au lendemain des Jeux, je vous garantis que ça n'a rien changé. Aujourd'hui, pour venir ici, j'ai pas pu prendre le métro. Prendre le bus, c'est l'enfer parce que il y a beaucoup de chauffeurs qui ne s'arrêtent pas quand ils nous voient avec notre fauteuil roulant à l'arrêt de bus parce que ça les embête un peu de sortir la rampe. Aujourd'hui, j'ai pas mon chien d'assistance, mais quand on a le chien d'assistance, c'est encore pire, etc., etc. Il n'y a pas grand-chose de concret qui s'est passé derrière et on l'a vu avec la nomination du gouvernement avec aucun ministre au handicap. Alors, est-ce que fondamentalement, ça va changer quelque chose qu'il y a un ministre au handicap maintenant ? Je ne sais pas, mais le symbole était quand même très révélateur. En fait, les Jeux, c'était terminé depuis, 2 semaines ou 3 semaines, un truc comme ça. Et on était déjà oubliés des politiques, parce qu'en fait, c'est ça dont on a besoin. On n'a pas besoin des Jeux paralympiques pour changer la vie des personnes handicapées. Pour changer notre vie quotidienne et qu'on puisse évoluer dans la société, on a besoin de politiques du handicap qui soient globales, générales, dans tous les aspects de la société et pas simplement une compétition sportive réussie, en fait. Est-ce qu'il faut changer de regard ? Est-ce que vous espérez que la société, quand même grâce avec les Jeux paralympiques, change de regard sur les personnes handicapées ? En fait, moi, comme je dis, aujourd'hui, j'ai pas besoin qu'on change de regard sur moi. Que ce soit vis-à-vis de mon fauteuil roulant, vis-à-vis de mon autisme. Pour moi, ce sera un peu la cerise sur le gâteau. Quand on aura tous accès au transport, quand on aura tous accès à l'école, quand on aura tous accès à l'emploi, quand on aura tous accès à des logements. Parce qu'aujourd'hui, déjà, se loger pour n'importe qui, on sait que c'est compliqué en 2024. Quand vous êtes handicapé, c'est juste un enfer. Quand
tous les personnes handicapées, quel que soit leur handicap, et pas que le handicap moteur, parce que c'est sûr qu'on a souvent tendance à parler de ça, mais il y a vraiment tout type de handicap avec toutes les contraintes et les challenges qui sont liés. Quand tous nos droits seront respectés, on sera tout simplement présent dans la société. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que personne, je pense, ici sur ce plateau, n'a fréquenté d'enfants handicapés à l'école. Parce que les écoles ne sont pas accessibles, parce qu'il n'y a pas assez d'aide humaine, parce que tout simplement, jusqu'à très très récemment, un enfant handicapé était tout simplement refusé à l'école de la République. On les efface, on les invisibilise ? Ben, c'est pas qu'on les invisibilise, c'est juste qu'on ne les accepte pas physiquement. Donc ces enfants n'ont pas physiquement accès à l'école. Donc les enfants ne côtoient pas dans leur jeunesse, dans leur enfance, dans leur adolescence des personnes handicapées. Du coup, ils arrivent à l'âge adulte, ils évoluent dans une société où les personnes handicapées n'ont pas accès au transport, donc on ne nous voit pas dans les transports. On n'a pas trop accès à l'emploi parce qu'il y a beaucoup de discrimination et que pareil, il n'y a pas grand-chose accessible. On ne nous voit pas dans les cabinets médicaux, etc., parce que c'est pas accessible, etc. En fait, on nous voit nulle part. Donc du coup, forcément, personne ne sait ce qu'il faut faire avec nous. Personne ne sait... un malvoyant, il peut très bien utiliser son téléphone. Et si vous voyez quelqu'un qui est en train d'envoyer un SMS sur son smartphone alors qu'il a une canne blanche et des lunettes, ça ne veut pas dire qu'il est en train de frauder. Mais comme on ne côtoie pas des personnes handicapées dans le quotidien et dans la société, forcément, les gens ne savent pas faire. Quand on aura accès à tout ça, on sera dans la société comme n'importe qui. Et ça deviendra totalement naturel et normal pour les gens de fréquenter une personne qui est en fauteuil et de savoir que on la pousse pas sans lui demander comme ça par surprise dans la rue. Pareil, une personne aveugle, elle peut utiliser un smartphone et on la prend pas par le bras pour traverser une rue, etc., etc. Tout le monde saura faire. Il y aura un regard qui sera totalement normal et banalisé parce que on sera juste monsieur et madame tout le monde parmi monsieur et madame tout le monde. On entend Michael Jérémias dire on n'est pas des super-héros. Il y avait une petite polémique sur ce mot-là. C'était Teddy Riner, je crois, qui s'est exprimé en disant vraiment, moi j'ai vu ce que les athlètes paralympiques avaient à affronter pour mener leur carrière d'athlète, et ce sont des super-héros. Et ça avait beaucoup agacé Michael Jérémias qui disait on n'est pas des super-héros. Est-ce que cette question-là, comment vous vous positionnez ? Oui, alors pour le coup, j'avais pas pris la parole parce que moi j'étais dans la préparation de mes jeux, donc j'avais pas... j'avais pas ni l'envie ni le besoin de me prendre une polémique sur le dos parce que quand nous, en tant que personnes handicapées, on réagit à ce genre de propos, souvent les gens nous attaquent un peu, nous disent « ouais, vous êtes ingrat, de toute façon ça va jamais, quoi qu'on fasse, ça vous plaît jamais, etc. etc. » Mais effectivement, en tant qu'athlète paralympique, ce qu'avait dit Teddy Riner, c'est « les vrais jeux commencent maintenant ». Non, en fait, on n'est pas des athlètes plus exceptionnels que les athlètes olympiques. Je vais même aller plus loin que ça. Moi, aujourd'hui, j'ai fait les Jeux après 2 ans de carrière à l'international. Quel athlète olympique a pu faire ça aux Jeux olympiques? Ça n'existe pas. Les athlètes olympiques, ça fait 20 ans qu'ils s'entraînent tous les jours, depuis qu'ils sont tout gosses, en pôle espoir, pour un jour peut-être se qualifier pour les Jeux. Donc on n'est pas du tout plus exceptionnel que les athlètes olympiques. Et ça, ce discours-là, c'est ce qu'on entendait, c'est un peu ce qu'on peut appeler du validisme, c'est-à-dire qu'on s'imagine que de par notre handicap, quand on fait quelque chose de normal, entre guillemets, de lambda, on est exceptionnel. Alors que, en fait, un athlète paralympique qui fait un sport paralympique qui s'est qualifié pour les Jeux, il n'a rien de plus exceptionnel qu'un athlète olympique qui tous les jours s'entraîne pour faire les Jeux. Donc, qu'on soit des héros au même titre que les athlètes olympiques pour les enfants. Moi, des fois, je croise des enfants dans la rue, ils disent « c'est Milena, c'est incroyable, elle fait du badminton et tout ». Bah oui, on est des héros parce qu'on est des sportifs. Mais dans leurs yeux, on n'est pas des héros parce qu'on est handicapé. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'on n'est pas exceptionnel juste à cause ou grâce à notre handicap. Pas si simple. Thème du jour. Handicap, l'inclusion est-elle toujours un combat ? Changer de regard, c'est aussi souvent changer de vocabulaire. Revenir à l'origine des mots nous en dit long sur leur sens profond. C'est le moment de nous interroger sur ce mot « handicap » avec notre sémiologue Mariette Darigrand. Mariette, pour parler des personnes qui sont porteuses de handicap, et d'ailleurs j'utilise une des expressions, on voit bien qu'on est parfois pas très à l'aise dans la société pour évoquer cette question. Longtemps on a parlé des handicapés, puis on a
On a dit justement, non, ce sont des personnes handicapées. Maintenant, on entend de plus en plus, ce sont des personnes porteuses de handicap, des personnes en situation de handicap. Est-ce qu'au fond, ça traduit un malaise de la société par rapport au handicap ou au contraire, une acceptation et une volonté de l'inclusion? Alors, moi, j'ai plutôt la deuxième lecture parce que notre société, elle est inclusive. Elle veut être inclusive et c'est plutôt une bonne nouvelle et sous la pression des jeunes générations. Alors eux, ils sont beaucoup sur l'ethnicité, etc. Ils vivent ensemble dans la société. Et je trouve qu'il faut écouter ce désir d'inclusion, même si parfois on le trouve un peu, je dirais, béni oui, mais c'est pas grave. Après, il y a comment les gens veulent se nommer, ce qui est absolument fondamental. Donc les associations ont fait monter des termes. Bon. L'idée de handicap, elle est tout à fait, par rapport aux vieux termes infirme, malade, hein, ça veut dire malade, pas capable, avec un début du mot privatif. Le handicap est paradoxalement extrêmement positif, parce que c'est d'anglais, hein, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire? Hand in cap, la main dans le chapeau. Donc vous avez au départ un jeu avec 3 joueurs qui ont des mises différentes dans leur chapeau. Et l'arbitre, en quelque sorte, trouve qu'il faut que les mises soient égalitaires, pour que chaque chapeau ait le même poids. Et vous avez ça ensuite dans le hippisme. On appelle handicap le poids que l'on met en plus sur une selle de cheval, hein, pour que les jockeys soient équilibrés. Donc c'est une visée égalitariste et qui relève du monde du sport. Donc c'est tout à fait amusant que ce mot-là revienne dans des situations inverses, d'une certaine façon, où des gens ne peuvent pas faire certaines choses physiquement et où il s'agit de les aider précisément parce qu'ils ne sont pas comme tout le monde. Donc ce mot de handicap, je pense qu'il est intéressant à retrouver dans sa vraie origine, qui nous dit désir d'égalité, désir d'inclusion. C'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on a quelque chose qui nous, qui fait que la norme médicale, la norme physique n'est pas là, ou la norme mentale, mais gardons, c'est pas parce que c'est une soustraction qu'il ne faut pas avoir l'égalité. Cette idée-là, je trouve, est intéressante. Merci Mariette. Pas si simple, invité du jour, Mélina Sureau. Mélina, Mariette Darrigrand, à l'instant, nous dit qu'à l'origine, le terme handicap, c'était l'idée de permettre à chacun d'être à égalité. Est-ce que vous êtes surprise? Je ne suis pas très surprise parce que disons que je connaissais un peu cette histoire qui découle du sport et justement des handicaps par rapport à une certaine norme pour avoir l'égalité ou en tout cas l'équité au départ. Donc je suis pas spécialement surprise. Et comment est-ce que vous comprenez, comment est-ce que vous vivez même cette recherche d'égalité, de permettre aux personnes handicapées d'être un peu augmentées pour être comme au même niveau que les personnes valides? Est-ce que pour vous, il y a quelque chose de l'ordre de la discrimination là-dedans? C'est vrai que moi, je n'utilise pas forcément le mot égalité pour ça, j'utilise surtout le mot équité parce que absolument personne n'est égal, aucune situation n'est égalitaire. Par contre, l'équité, l'idée de l'équité, c'est de pouvoir aider peut-être plus certaines personnes, tout simplement pour qu'ils arrivent au même niveau de chance, d'égalité des chances pour le coup, qu'une autre personne. Et c'est important dans certains domaines, comme tout bêtement de ce qu'on parlait tout à l'heure, à l'école, parce que si vous mettez une personne qui est aveugle dans un système scolaire et que vous lui dites de toute façon c'est des feuilles écrites en noir et puis tu te débrouilles, c'est sûr qu'il va pas pouvoir aller loin et faire quoi que ce soit. Par contre, si on lui donne l'opportunité d'avoir des caractères agrandis, du braille, etc., là on se rend compte que cette personne, elle va être à équité avec les autres et elle va avoir autant de chances de réussir son examen à la fin que les autres. Donc c'est... Le mot discrimination, il est peut-être un peu fort, même si on peut dire c'est de la discrimination positive. Non, en fait, c'est un peu juste donner à chacun les outils dont ils ont besoin. Est-ce que pour autant, on peut appeler ça discrimination, même positive? Je pense pas. Mais ça peut être dégradant, alors. Si c'est pas une discrimination, est-ce qu'il y a quelque chose de dégradant dans le regard que l'on peut porter sur vous?
Moi, ce qui est dégradant pour moi, c'est quand j'arrive quelque part et puis je me retrouve face à un escalier et qu'on me dit « Ah, il n'y a pas d'autre choix ». Ça, pour moi, c'est dégradant parce que qu'est-ce que je fais dans cette situation ? Soit je me retrouve à monter sur les fesses, soit je me retrouve à faire un truc en bas. Donc, c'est ça qui est dégradant, c'est de ne pas avoir l'opportunité de pouvoir faire les choses. C'est pas du tout dégradant pour moi d'arriver quelque part et qu'on me dise par contre va falloir faire le tour parce que y a un ascenseur là-bas, tant que c'est prévu. Si c'est juste un outil qui est disponible pour me permettre, c'est l'inverse de dégradant. Il y a des situations qui deviennent dégradantes et on l'a vu dans les médias récemment avec des personnes qui doivent passer par le local poubelle pour accéder à l'université. Ça, c'est dégradant. Claire Hédon, la défenseure des droits qu'on entendait tout à l'heure au début d'émission, a fait un rapport récemment, à l'automne, où elle révélait que la première cause pour laquelle elle est saisie, c'est la question des personnes handicapées. Alors de là à dire que ce sont les personnes les plus discriminées en France, c'est pas exactement ça. C'est la première cause pour laquelle elle est sollicitée. Est-ce que vous avez l'impression que justement aujourd'hui, enfin vous-même vous avez un podcast pour parler de votre quotidien, de votre vie. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui les personnes porteuses de handicap se réveillent aujourd'hui et osent sortir peut-être d'une situation qui leur paraît maintenant totalement injuste et sur laquelle elles attendent des réponses ? Je pense que ça fait un moment qu'il y a des militants qui prennent la parole. Après, je pense qu'on est resté très longtemps sans nous écouter, de manière assez volontaire, parce que c'est assez simple d'ignorer la question du handicap. Ça coûte moins cher, c'est moins compliqué, etc. Donc, je pense que c'est facile d'ignorer les prises de parole. Après, aujourd'hui, il y a de plus en plus déjà d'outils qui nous permettent de le faire. Parce que la technologie, elle est quand même avant tout au service du handicap. Il y a plein de choses de notre quotidien que les gens utilisent aujourd'hui de manière totalement lambda, comme les SMS. À la base, ça a été créé pour les personnes sourdes. Donc, il y a plein de petits outils comme ça qui ont été développés pour les personnes handicapées. Donc, aujourd'hui, on a des moyens de pouvoir plus remonter ce genre de choses, se faire entendre. Avec les réseaux sociaux, c'est aussi plus facile de s'informer, d'être éclairé. Le terme qu'on utilise un peu aujourd'hui, c'est déconstruit. Donc, il y a de plus en plus ces possibilités. Donc, du coup, je suis pas étonnée qu'on puisse de plus en plus prendre la parole. Et notamment quand on sait qu'il y a déjà eu plusieurs lois pour l'accessibilité, le handicap, etc. Et qu'en fait, on est en 2024 et puis on a l'impression que pas grand-chose n'a beaucoup évolué, même si je le nie pas, il y a quand même eu des progrès dans plein de domaines. Donc oui, aujourd'hui, on a un peu plus la possibilité de le faire et de se faire entendre, et donc on nous entend un peu plus. Comment est-ce que vous vivez l'appellation que l'on attribue aux personnes en situation de handicap? On a dit handicapé, personne en situation de handicap, maintenant personne capable autrement. Comment vous voyez cette évolution de la manière de nommer les choses? Alors je pense que je suis très très crue sur ce sujet. Pour moi, tous les manières détournées, politiquement correctes d'appeler les personnes handicapées, il faut dire situation de handicap, machin, c'est vraiment pour que les valides se donnent une bonne conscience, parce que pour eux, le handicap, c'est un gros mot, et le prononcer, c'est absolument dégradant, alors qu'on l'a dit tout à l'heure, pas du tout. Donc du coup, moi, ça me fait un peu rire quand... moi j'utilise, pour moi tous ces termes c'est des synonymes en fait, à part les un peu capables autrement, je trouve ça vraiment ridicule, hein. Je peux pas le nier, je trouve vraiment c'est tellement caricatural que moi je me retrouve pas du tout là-dedans, mais tout ce qui est personne handicapée, personne en situation de handicap, pour moi c'est que des synonymes que j'utilise de manière alternative, parce que je vais pas, j'essaye de pas tout le temps employer les mêmes mots, soit dans mes podcasts, mes posts, etc. Mais aujourd'hui, c'est pas dégradant de dire qu'une personne est handicapée, de la même manière qu'une personne qui est valide. Je vais pas dire, du coup, toi, t'es en situation de validité. On se rend compte que dans ce sens-là, ça ne fait aucun sens. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est des synonymes. Et ça me fait un peu rire quand moi, j'utilise personne handicapée et qu'il y a quelqu'un qui vien me reprendre et qui me dit non, il faut dire personne en situation de handicap, sinon c'est dégradant. Et je suis là,
déjà, je suis moi-même concernée, donc déjà, premièrement, autodétermination. Laissons les personnes handicapées utiliser les mots dans lesquels elles se retrouvent. Pas si simple. Thème du jour, handicap, l'inclusion est-elle toujours un combat ? Pour poursuivre notre discussion, il est temps de poser sur la table le dossier de l'accessibilité, pierre angulaire de toute inclusion. Peut-on se contenter d'applaudir les progrès ou doit-on s'indigner que l'accessibilité ne soit pas traitée comme un droit fondamental ? Nous avons interrogé Pierre Denisio, conseiller régional d'Île-de-France en charge du handicap, et Catherine Dupont, la présidente de l'association Mobile en Ville. Catherine Dupont, présidente de l'association Mobile en Ville. Le problème, c'est que nous, comme on a des fauteuils maintenant plus adaptés, des motorisations, etc., donc on arrive de plus en plus dans la ville, quoi, en fait. Et c'est là qu'on s'aperçoit du manque. C'est là qu'on s'aperçoit que, ah bah non, c'est pas possible, ah bah là, c'est pas possible non plus. Et, bah, les obstacles courants dans la ville, c'est effectivement les trottoirs pas assez larges, les trous, les poubelles en travers de la route, les vélos mal garés, enfin, les voitures mal garées aussi. C'est compliqué. Pierre Denisio, conseiller régional d'Île-de-France, délégué en charge du handicap. On s'est donné 8 ans pour rendre 298 stations de RER accessibles, pour rendre plus de 560 lignes de bus accessibles, tous les tramways accessibles, d'ouvrir de nouvelles stations de métro accessibles. Qu'à la 14, il y a les prolongements de lignes, mais il nous reste le métro historique. Ça, c'est le grand chantier qu'il y a devant nous. Pareil, ça va être du temps long, c'est sur une vingtaine d'années, c'est 20 milliards d'euros. Nous sommes des personnes à besoins spécifiques, mais si on aménage pour les personnes à besoins spécifiques, on aménage pour tous. Du coup, si on règle le problème de l'accessibilité, on le règle aussi pour les mamans avec des enfants, pour les personnes qui vont prendre l'avion avec une super valise super lourde, pour les grands-mères qui marchent moins bien, pour tous. Je ne pense pas qu'on pourra contenter tout le monde parce que, ne serait-ce qu'entre les types de handicap, il peut y avoir des préconisations qui sont contraires. Et ça, c'est toute l'histoire de la politique, c'est de servir le bien commun, c'est-à-dire d'essayer de trouver le meilleur équilibre pour que une politique soit vraiment utile à tous, pour que un chantier, une mise en accessibilité soit utile au plus grand nombre, tienne en compte au maximum les spécificités sans léser un groupe de personnes. Arrêtez de penser l'accessibilité avec un regard de valide, et nous, en fauteuil roulant, on veut juste être autonome et ne pas dépendre d'une personne valide quand il y a besoin de sortir, quoi. C'est vraiment une demande des associations que de pouvoir être dans une mobilité sans assistance. Et ça, c'est quelque chose que je comprends tout à fait. Donc, on essaye de faire des travaux de mise en accessibilité des gares où on n'aurait pas recours à un service. Il faut absolument qu'on se rassemble pour ne pas compter sur les valides. Les valides ne peuvent pas nous donner ces informations-là. Ils n'ont pas les mêmes yeux que nous. J'ai été valide avant. Je n'avais pas du tout la même notion. Aujourd'hui, je sais ce dont j'ai besoin. Mais encore faut-il que les politiques nous écoutent parce que c'est une histoire politique. Non, il n'est pas entendable d'entendre des personnes en situation de handicap vraiment se ressentir comme des citoyens de seconde zone. On a réussi à faire un quoi qu'il en coûte pendant le Covid sur les questions économiques. Et c'est quand même invraisemblable qu'on soit foutu de faire du quoi qu'il en coûte sur la solidarité, sur l'égalité des droits, notamment et plus spécifiquement pour les personnes en situation de handicap. C'est simple, épisode 3, prise 4. Pas si simple. Invité du jour, Milena Sureau. Milena, la question de la mobilité, vous l'avez souvent évoqué là déjà dans l'entretien que nous avons eu, c'est la question essentielle. Ouais, oui, parce que comme on disait tout à l'heure, quand on pourra être partout, on sera dans la vie sociétale, on pourra aller où on veut en termes de loisirs, professionnels, etc.
Là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans la séquence et je rejoins de bout en bout vraiment sur toute la ligne tout ce qui a été dit. On nous dit OK, on va mettre le métro en accessibilité, par contre ça va prendre 20 ans. La loi d'accessibilité et d'égalité des chances, elle date de 2005. Si en 2005 on avait eu ce discours-là, aujourd'hui on serait en 2024, le métro serait accessible. Et on avait donné 10 ans pour se mettre aux normes. Voilà. Il y a eu déjà un prolongement. En fait, il y a tout le temps des dérogations. Il y a tout le temps des « OK, vous pourrez le faire plus tard ». Sauf que du coup, personne commence. Les dérogations, elles sont là pour que, voilà, vous commencez maintenant. Comme ça, dans 10 ans, quand la dérogation sera finie, vous aurez fini vos travaux. Et sauf qu'en fait, les gens attendent la dérogation en disant j'ai le temps puisqu'il y a une dérogation. Et en fait, on est constamment dans ce report. Il y a, dans quelques mois ou dans quelques années, tous les commerces auront l'obligation d'être accessibles aux personnes à mobilité réduite. Le gouvernement, là, notamment, je crois que c'était grâce aux Jeux Olympiques et Paralympiques, a débloqué un fonds, je crois que c'était 300 millions, pour que les commerçants puissent faire ces demandes pour mettre accessible. Parce qu'on est toujours, ça coûte trop cher, c'est compliqué, on peut pas. Moi, je comprends qu'un petit commerçant, il n'a pas des dizaines de milliers d'euros pour faire un truc accessible. Le gouvernement débloque un fonds. J'ai plus le chiffre en tête parce que je voudrais pas dire une bêtise, mais je crois qu'ils ont reçu quelques dizaines de dossiers sur les centaines de milliers d'établissements recevant du public. Donc en fait, au bout d'un moment, c'est même pas qu'une question d'argent, c'est déjà une question de volonté en fait. Parce qu'on se rend bien compte que même quand on leur dit on vous donne le budget pour, en fait c'est pas fait. Donc c'est vrai qu'il y a déjà la question de volonté qui découle de la question de la sensibilisation, puisque moi j'ai un ami qui a une clinique qui m'avait dit là je fais des travaux, on est obligé de tout mettre aux normes accessibles. Elle me dit c'est un peu galère parce que moi j'ai pas de clients handicapés, donc on va faire tout ça pour rien. Et je lui dis mais réfléchis, pourquoi aujourd'hui t'as pas de clients handicapés? Parce que c'est pas accessible. Donc en fait les personnes qui ont un souci de mobilité peuvent pas venir chez toi. Donc du coup elles sont pas là, tu les vois pas. Quand tu auras fait tes travaux et que ce sera accessible, tu verras que naturellement, tu auras des personnes handicapées qui viendront. En fait, on existe. C'est juste que, on ne nous voit pas parce qu'on n'a pas accès. Donc, c'est vrai qu'il y a toutes ces questions de déjà sensibiliser les gens au fait que c'est important de le faire pour qu'on puisse les utiliser. Et puis après, il y a toutes ces questions de l'autonomie. Parce qu'aujourd'hui, on dit, oui, c'est bien, tu peux prendre le train. Si, il y a 2 places PMR, je dois réserver une assistance. Donc, je suis obligée de le faire au minimum 24 heures à l'avance. Donc, moi, imaginons, là, ce soir, je loupe mon train. Je fais comment ? Parce que si je prends le train suivant, j'ai pas réservé 24 heures avant l'assistance du train suivant. Quand il y a une grève, on se retrouve à avoir des trains supprimés, on peut pas prendre le suivant, etc. Faut arriver à la gare une demi-heure à l'avance. Qui aujourd'hui arrive une demi-heure à l'avance juste parce que tu dois être assisté. Alors peut-être que quand tu pars en vacances une fois dans l'année, je pense que n'importe qui arrive en avance à la gare pour être sûr. Maintenant, moi, je prends le TER tous les jours pour aller à l'entraînement. Vous croyez que tous les jours, je peux perdre 1 heure parce que je dois être accompagnée pour monter dans le train. On se rend compte que c'est pas du tout possible. Et les personnes handicapées, elles ont besoin de l'autonomie. Et l'autonomie, c'est pas juste physiquement, à un moment donné, avoir une possibilité d'accès. C'est pouvoir le faire quand on veut, par nous-mêmes. C'est quoi les conséquences concrètes ? Là, vous avez ciblé vraiment le train. Dans votre quotidien, la mobilité empêchée, on va dire, qu'est-ce qu'elle provoque, qu'est-ce qu'elle génère, quelles sont les conséquences ? Déjà, ça génère beaucoup de charge mentale parce que quand je prends le train, moi, j'ai pas juste à réserver mon billet et puis c'est bon, je réserve le billet. Après, il faut que j'aille remplir une demande d'assistance, il faut qu'elle soit acceptée. Ça veut dire que je peux pas prendre le train, par exemple, très tôt le matin ou rentrer très tard le soir parce qu'il y a des horaires pour avoir les agents. Il y a des TER qui partent à 5h du matin pour aller travailler. Sauf qu'à 5h du matin, il n'y a pas les agents qui sont en service pour faire monter dans le train, ce genre de choses. Moi, si réellement je prenais l'assistance à chaque fois que je monte dans le train, comme je disais, moi je prends le TER tous les jours pour aller à l'entraînement, ça voudrait dire que tous les jours je dois partir une demi-heure en avance pour arriver une demi-heure en avance, sauf qu'au retour, on ne choisit pas l'heure où on finit. Donc si je dois arriver une demi-heure avant, parfois ça veut dire qu'il faut que je prenne un TER qui est 1h30 après, parce que quand je finis mon entraînement, j'ai un TER qui est un quart d'heure plus tard.
Donc si j'ai pas d'assistant, je peux prendre ce TER qui est un quart d'heure plus tard. Sauf que si je dois arriver une demi-heure en avance, le TER qui est un quart d'heure plus tard, je peux pas le prendre parce que je suis pas une demi-heure avant. C'est décourageant. Est-ce que ça vous est arrivé de renoncer à des choses à cause de ça ? Alors moi, je renonce pas parce que j'ai encore la chance d'avoir de la mobilité. Quand je prends un train qui est pas totalement accessible, moi, je peux encore faire les 3 pas pour monter moi-même dans le TER ou dans le train, dans le TGV, sans avoir l'assistance. Donc moi, j'ai encore cette chance et du coup cette liberté. Maintenant, les personnes qui n'ont pas cette chance de pouvoir encore faire ces choses-là, soit de par leur matériel, soit de par leur capacité physique à le faire, évidemment que beaucoup renoncent parce que c'est épuisant et puis parfois c'est contraint. Juste tu peux pas. Aujourd'hui tu es handicapé en fauteuil roulant, tu veux prendre un train le jour même, un TGV, tu ne peux pas. Donc voilà, j'ai déjà des gens qui devaient en urgence, notamment pendant le Covid, aller voir un proche, etc. On fait comment ? On peut pas. Donc c'est beaucoup de contraintes, c'est beaucoup de charge mentale. Là, on parle de l'accès, mais il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte. Les toilettes, par exemple, il y a un toilette PMR parce qu'on ne peut pas aller d'un bout à l'autre d'un train en fauteuil roulant. Donc, si le toilette du wagon dans lequel on est, il est en panne, on fait quoi ? On ne peut pas aller aux toilettes. Il y a plein de choses comme ça. Moi, c'était il y a quelques semaines, je devais prendre un TGV. Une demi-heure avant, l'agent SNCF me dit par contre, les toilettes sont en panne. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je vous mets dans le train suivant qui est dans 2 heures. Donc, c'est toutes ces choses-là qui, mises bout à bout, sont fatigantes et font qu'on finit par faire moins de choses, et par renoncer, par épuisement mental notamment, et par impossibilité physique de les faire, quoi. Pas si simple, direction Colombes. Nous sommes aujourd'hui à la fabuleuse fabrique Biscornu, une maison de gastronomie inclusive. Nous sommes reçus par le fondateur de Biscornu, Olivier Tran. Bonjour. Bonjour. Biscornu, c'est un traiteur un peu particulier qui emploie des personnes en situation de handicap. C'est ça. Nous employons 40 personnes, dont la plupart porteuses de handicap cognitif et mental. Et nous employons également en extra des porteurs de handicap pour le service de pièces cocktails dans des entreprises. Alors on va aller découvrir vos ateliers, comprendre ce que vous faites avec un de vos commis de cuisine, c'est Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors Thomas, qu'est-ce que vous faites, vous, ici ? Alors déjà, je suis employé commis de cuisine, plus je suis responsable des verrines et du sous-vide. Vous allez vous faire visiter vos ateliers ? Bien sûr. Alors on y va. Alors on va commencer par le froid. Ici, il faut des pièces cocktails. Quel a été votre parcours, justement, vous, Thomas ? Alors, tout d'abord, avant, je bossais chez un restaurant français. J'étais en apprentissage en CAP cuisine et je l'ai eu. Et après, j'avais commencer un bac pro. Mais depuis, j'avais une situation de dépression. Donc, j'ai trouvé Biscornu en avril 2021. Pour ensuite prendre un apprentissage d'1 an. Et après, en CDI depuis juillet 2022. C'est un peu un rêve pour vous, là, d'être en cuisine Oui, c'est mon rêve depuis que je suis tout petit. J'adore manger. Plus, j'adore me faire plaisir. Plus cuisiner pour tout le monde. J'ai vu la carte, c'est assez incroyable, il y a vraiment des dizaines et des dizaines de petits plats que vous fabriquez un peu chaque jour. Qu'est-ce que vous préférez, vous, dans ce que vous faites ? Alors, je vous recommande une salade que je travaille actuellement, la salade d'amour fou avec du boulgour autour de la betterave, du houmous, plus des graines de grenade et un slice de navet violet. Comment est-ce que vous êtes accompagné ? Comment est-ce que ça fonctionne dans le quotidien, dans l'atelier, là, comment ça marche ? Alors, concernant, du coup, il y a mon chef Antoine, il m'accompagne, plus quand j'ai des questions, je viens le voir. Et sinon, bref, il me laisse en autonomie, généralement. Le but, c'est d'en gros de bosser en autonomie, se faire confiance et faire un maximum de ce qu'on sait faire. Et ça y est, là, vous êtes au point là, sur les recettes ? Oui, je suis au point, plus je me fais un max confiance en moi, plus je sais que je peux y arriver. Puisque le but de Biscornu, en fait, c'est de dépasser ce qu'on a et de se dire que vraiment on fait le métier qu'on aime, etc. Ce que j'aimerais, c'est continuer à être le meilleur possible. Dans la vie, c'est important d'être cuisinier et je souhaite être un grand chef et réaliser de grands mets comme Biscornu et même accueillir des porteurs de handicap. J'accueillerai tout type de personnes. Et ici, c'est des tataki de thon avec du saumon fumé. Alors Olivier Tran, est-ce que la gastronomie est particulièrement adaptée aux travailleurs en situation de handicap ?
Alors la gastronomie, c'est avant tout universel. Quand on parle de manger, ça concerne tout le monde, matin, midi et soir. Donc à travers ce choix de s'engager dans la gastronomie, c'est aussi l'envie de vouloir toucher tout le monde, le maximum de personnes. Donc un domaine universel permet de véhiculer ce message-là, de leurs capacités, de leurs compétences, et donc ça permet de rayonner beaucoup plus facilement. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, la gastronomie, c'est aussi un territoire de partage. On partage un bon repas, comme l'a expliqué Thomas. On va fabriquer des belles choses, des bonnes choses pour que ce soit partagé et qu'on vive un bon moment avec les convives. Donc si ce sont ces jeunes porteurs de handicap qui peuvent régaler un maximum de monde, il y a une transmission également de quelque chose qui est valorisable, qui est beau, à travers se retrouver ensemble. Ces moments conviviaux qu'on va passer ensemble, eh bien, c'est eux qui vont les animer. C'est aussi leur travail. Et donc c'est dans ce double élément qu'on a choisi exprès la gastronomie. Vous confirmez, Thomas ? Oui, sans aucun doute, je confirme. Tiens, tu vas en pâtisserie. Oui, chef. Comment sont constituées vos équipes pour accompagner certains de vos salariés qui peuvent rencontrer des difficultés ? Tous les commis, par exemple, ou les serveurs sont porteurs d'un handicap. Les encadrants vont veiller à ce que chaque jeune soit correctement à sa bonne place, ce qui veut dire que certains vont être capables de faire du taillage très précis et très rapidement. D'autres vont être capables de faire des assemblages de pièces cocktail très fines avec de la motricité fine de façon très efficace. Donc chacun va avoir des compétences différentes et c'est en fait le bon endroit pour chacun qui va permettre à Biscornu de pouvoir construire une organisation efficace et puis délivrer ces mets d'exception et à la fois le message que ces mets-là sont fabriqués avec ces porteurs de handicap qui ne peuvent pas tout faire, mais quand on leur donne confiance et qu'on les met au bon endroit, eh bien ils sont capables de réaliser le meilleur. Thomas et Olivier, on va les déguster un peu les produits que vous fabriquez, non ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez nous faire goûter ? La salade de lentilles beluga avec du saumon fumé, de la mostardaise, plus de la nette frais. Et bon appétit. Oui, en effet, on va se régaler. Bon appétit à tous. Pas si simple, invité du jour, Milena Sureau. Le travail, permettre l'inclusion des personnes handicapées par le travail. Il y a un mot qui revient dans ce reportage, on l'a entendu aussi tout à l'heure avec Philippe Croison au début, c'est faire confiance. Vous, Milena, est-ce que ça a été pour vous, dans votre carrière professionnelle, vous avez fait différentes choses, vous avez été musicienne, vous avez été paludière. Alors je décrypte pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les personnes qui récoltent le sel dans les marais salants, vous à Guérant, parce que si on appellerait ça Saunier, si c'était un peu plus au sud, voilà, chacun peut aller voir sur Internet la différence entre les deux termes. Mais aujourd'hui, vous faites des conférences et ce podcast qu'on a déjà évoqué. La question de la confiance, est-ce qu'elle était centrale pour vous ? Je pense qu'elle est centrale pour tout le monde. En fait, handicap ou pas handicap, quelqu'un qui est mis dans les mauvaises conditions au travail, parce que là on parle du travail, ne pourra jamais être productif, ne pourra jamais être épanoui et ne pourra jamais ressortir ce qu'il faut ressortir. Donc la confiance, elle est évidemment essentielle pour tous. Après, évidemment, quand on a certains types de handicap, on peut avoir tendance à avoir peut-être un peu moins confiance en nous, pas que par la nature de notre handicap, mais aussi par notre histoire et par tout ce qu'on a vécu en termes de discrimination, de moquerie, etc. Ça, c'est une réalité aujourd'hui, notamment au collège, etc. Donc, on peut avoir ce manque de confiance en nous, etc. Donc, la confiance, elle est évidemment primordiale. C'est vrai que moi, j'ai été mise dans des très bonnes dispositions, que ce soit à la fac par des professeurs qui, notamment un qui m'a vraiment pour le coup fait confiance et il m'a énormément aidé à pouvoir trouver ma place et réussir mes études. Derrière, dans mon job saisonnier, dans les marais salants, c'est pareil. J'ai eu un patron qui m'a fait confiance, qui m'a mis dans des bonnes dispositions, ce qui m'a derrière permis de rêver à avoir ma propre exploitation, etc. Après, faut aussi avoir en tête que le travail, c'est pas non plus une obligation et c'est pas une possibilité pour tout le monde, parce que malheureusement, il y a des personnes qui, de par leur pathologie, leur handicap, ne peuvent pas, parce que voilà, elles ont
pathologies invalidantes, des maladies, etc. etc. Donc tout le monde n'est pas nécessairement capable de tout faire, mais dans tous les cas, l'important, c'est les conditions de travail et au sens large, notamment avec une rémunération à la hauteur du travail fourni et du travail produit. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des structures où on dit c'est super chouette, on embauche des personnes handicapées et puis en fait, elles sont payées 50% du SMIC. Ok. Qui aujourd'hui accepterait d'être payé 50% du SMIC et que tout le monde dise c'est super génial et que toutes les entreprises se vantent de travailler avec des ESAT. Et en fait, ces personnes, elles sont payées 50% du SMIC. Bon, c'est quand même... moi, ça m'interpelle, en tout cas. Moi, ça me questionne. Et est-ce que c'est un modèle que j'ai absolument envie pour les personnes handicapées? Je ne suis pas sûre, parce que je pense qu'on a quand même des droits qui sont... et des capacités. Et des capacités qui sont censées être similaires à une personne qui n'a pas de handicap. Mais on voit bien quand même que dans ce reportage, dans cet exemple-là, en plus, c'est une entreprise qui fait un gros chiffre d'affaires, qui a beaucoup de clients, qui mise vraiment sur les compétences de ces personnes handicapées positionnées au bon endroit. On sent qu'on a dépassé quelque chose qui, autrefois, pouvait s'apparenter à de la bonne charité. Regardez, on occupe ces personnes handicapées, on les fait travailler. Là, c'est un vrai projet d'entreprise où on demande à ces personnes d'être efficaces, de faire un vrai boulot. On n'est pas sur de la charité. Là, on emploie des personnes pour un vrai travail. La mentalité, quand même, autour du travail des personnes handicapées a changé. Il y a effectivement plein d'entreprises qui, tout simplement, voient les compétences à tel poste et du coup embauchent comme elles embaucheraient des personnes qui n'ont pas spécifiquement de handicap. Donc je pense que ça va dans le bon sens sur beaucoup de points. Après, on est quand même dans une situation où le taux de chômage des personnes handicapées il est quand même 2 fois supérieur à celui de la population normale. Mais il y a évidemment des bonnes initiatives et des bons modèles à suivre à certains endroits, je pense. Je vais laisser la suite de l'entretien à Isabelle de Golemin, qui est la présidente des Semaines sociales de France. Pas si simple. Thème du jour, handicap. L'inclusion est-elle toujours un combat ? Un podcast proposé par Le Jour du Seigneur, RCF et les Semaines sociales de France. Invité, Milena Sureau. Pas si simple. Épisode 3, prise 6. Merci Milena pour tous ces mots. Je retiens peut-être une première chose, c'est que, en fait, vous nous avez bien expliqué ce que c'était que la dignité. C'est-à-dire que parfois, notamment quand on est entre guillemets valide, on veut faire des grands mots autour de ça, des grands concepts et tout. Vous avez dit, c'est simplement de ne pas me retrouver devant un escalier que je ne peux pas monter, ou de ne pas pouvoir aller à un étage. Et finalement, ça nous renvoie quand même à des choses plus précises et des choses qui sont possibles à faire. Donc, c'est peut-être pas besoin de partir dans la philosophie, mais déjà d'agir. Alors, justement, par rapport à ça, on vous sent de fait passionné, et passionné aussi pour parler du handicap et de votre situation, mais pas que de la vôtre, de celle de l'ensemble des handicapés. J'aimerais savoir d'où ça vient. C'est-à-dire, vous auriez pu faire votre carrière sportive, et puis aussi éventuellement dans le sel, enfin tous vos projets. Mais il y a quand même chez vous une volonté d'avoir une vision plus globale et de vous battre pour un collectif. Alors j'aimerais savoir d'où ça vient, ça. Je pense que ça vient déjà de toutes les situations que je vis et du fait que c'est au quotidien lourd et insupportable de se faire parfois maltraiter, parce que ça m'est déjà arrivé de me faire littéralement maltraiter à l'aéroport parce qu'il n'y a rien qui est prévu pour les personnes handicapées, etc. Moi, je suis touchée par le handicap moteur, mais je suis aussi et surtout touchée par l'autisme. Et c'est vrai que dès qu'il y a un petit grain de sable, l'autisme, c'est très compliqué parce qu'on a du mal à faire face à l'imprévu, les routines sont très importantes. Et c'est vrai que quand le handicap moteur arrive, alors que tu es déjà autiste, en fait, ça devient super compliqué. Et c'est vrai que je peux pas m'empêcher de prendre la parole quand il y a quelque chose qui va pas, alors que, encore une fois, ça peut être très simple de faire accessible avec juste un tout petit peu de volonté. Oui, mais vous prenez la parole pas que pour vous. Évidemment, pour tout le monde. Ça me paraît logique. Non, c'est pas toujours évident. C'est vrai que
Ensemble, on est plus fort. Et puis, il y a aussi et surtout beaucoup de personnes qui ne peuvent pas prendre la parole par elles-mêmes pour plein de raisons, parce qu'elles n'ont pas l'énergie, parce qu'elles n'ont pas la capacité de le faire, parce qu'elles n'ont pas forcément le capital culturel, parce qu'elles n'ont pas forcément l'aisance avec les mots, etc. Enfin, il y a plein de situations qui font qu'il y a plein de gens qui peuvent pas ou qui n'en ont pas l'envie. Moi, je me vois mal aller prendre ma pancarte et dire Milena a besoin de ça. La réalité, c'est que des personnes autistes en France aujourd'hui, il y en a 700 000. Des personnes en fauteuil roulant, je sais pas, je crois qu'il y en a 200 000. Des personnes en situation de handicap moteur, il y en a des millions. En fait, on est plein à faire face à toutes ces situations. Et c'est vrai que de par ma petite notoriété, on va dire, par mon statut de sportif de haut niveau, qui est un peu suivi sur les réseaux, qui peut avoir la parole dans des médias, à la télé, etc. Je trouve ça important de pouvoir prendre la parole pour tout le monde. Et du coup, parce que vous avez beaucoup de chiffres en tête, beaucoup d'exemples, etc. Donc vous avez un discours quand même très, très construit là-dessus. Est-ce que ça vient de contact avec d'autres personnes comme vous, d'associations comment est-ce que se fait ce travail collectif de votre point de vue ? Alors moi, c'est vrai que je me documente énormément par moi-même et pour moi-même, parce que c'est vrai que quand je fais face à un problème, et ça c'est peut-être mon autisme et ma façon de fonctionner, quand je fais face à un problème, factuellement je vais me documenter pour avoir des choses concrètes à dire et pas dire ouais c'est un peu galère, on est un peu discriminé là, mais en fait je sais pas trop de quoi je parle. Au moins c'est vrai que quand on a des chiffres, c'est difficile de les ignorer, et puis au moins on sait de quoi on parle. Après, je suis pas du tout impliquée dans quelque association que ce soit, parce que je pense aussi, malheureusement, il y a des associations qui n'œuvrent pas pour notre bien, même si c'est un peu leur porte-étendard et leur communication. Donc voilà, je suis assez active sur les réseaux sociaux. On est beaucoup un peu d'individus à militer un peu et à se retrouver dans les discours sans pour autant être formellement monté. Vous envisagez pas une action politique plus globale, même pour vous, une carrière politique? Non, pour le coup, surtout pas, parce que j'ai pas du tout l'énergie, j'en ai pas l'envie, parce que c'est quand même très compliqué. Même si je prends beaucoup la parole, c'est souvent hyper dur pour moi, parce que dès qu'on prend la parole, on se prend évidemment des critiques, on se prend beaucoup de haine. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de mal à le gérer, parce que pour le coup, c'est difficilement compatible avec l'autisme, avec le handicap. Et c'est aussi pour ça, je pense, que nos droits avancent très lentement. C'est en ça que les JO étaient intéressants, parce que du coup, là, il y avait vraiment un côté collectif qui s'imposait à tout le monde. C'est ça. Pour moi, les Jeux olympiques et paralympiques, ça nous a permis de nous donner une fenêtre médiatique et de nous donner la parole. Alors, c'est vrai qu'on a surtout donné la parole aux médaillés, c'est normal. Mais voilà, pour moi, des grands événements comme ça permet de nous donner la parole sur une écoute beaucoup plus importante qu'habituellement, et que du coup, on entende un peu nos revendications. Après, c'est vrai que c'est pas forcément l'endroit où on va le plus entendre les revendications, parce qu'encore une fois, les Jeux, pour moi, c'est une compétition sportive, et on a effectivement assez peu entendu de militance pour les droits, à part Michael Jeremia, parce que littéralement, pour le coup, c'est son rôle en tant que chef de la délégation. Mais c'est vrai qu'au niveau des athlètes, c'est pas forcément l'endroit, le moment et le mood, quand tu as une médaille, d'aller dire bon, ok, j'ai la médaille d'or, mais et nos droits, non, je pense que c'était pas forcément le moment pour tout le monde. Et alors, c'est marrant parce que quand on a commencé, vous avez parlé que c'était peut-être une chance d'être handicapé, parfois. Et là, vous avez parlé de haine aussi que vous rencontrez. Alors justement, est-ce que ça vous arrive quand même souvent d'avoir des bonnes expériences, des choses extrêmement positives par rapport à ça? Ou est-ce que c'est toujours très difficile? Non, pour le coup, quand je parle de chance de mon handicap, c'est uniquement à titre personnel. En fait, ça m'a offert une carrière paralympique. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'étant petite, je faisais du tennis à bon niveau. Je rêvais d'être professionnelle. J'ai pas pu, notamment à cause de mon autisme, notamment parce que ma maladie neurologique n'était pas encore diagnostiquée alors que j'avais les premiers signes. Donc, ça a été compliqué de faire une carrière pro. Donc, en fait, quand j'ai eu mon handicap moteur,
officiellement diagnostiquée, posée, etc., en fait, j'ai eu cette chance d'avoir une deuxième opportunité de faire une carrière sportive professionnelle. Donc c'est pour ça que moi, j'ai cette chance, quand je dis d'avoir eu mon handicap. C'est uniquement parce que le sport de haut niveau, c'était mon rêve et ça m'a permis de l'exaucer. Après, sinon, moi, je donnerais n'importe quoi pour ne plus être autiste. C'est hyper compliqué au quotidien. C'est beaucoup de fatigue, c'est énormément de difficultés, de souffrances sensorielles, etc. Donc, faut pas glamouriser le handicap. Parfois, ça permet, dans certains cas, certaines personnes ont pu faire de leur handicap une force, mais il faut quand même garder à l'esprit que c'est avant tout des discriminations, des galères, parce que voilà, on est quand même assez malmené dans le quotidien. Pour tout, logement, école, travail, transport, c'est quand même avant tout compliqué, quoi. C'est bien de me le rappeler comme ça. Un grand merci, Milena, pour cette heure d'entretien. Pour ceux qui veulent vous suivre, pouvez-vous nous rappeler le titre de votre podcast ? C'est Journal d'une parabadiste. Merci Isabelle, merci Étienne. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur les plateformes du Jour du Seigneur, sur celle de RCF et sur le site des Semaines sociales de France. Je vous dis à très bientôt. Pas si simple. Handicap, l'inclusion est-elle toujours un combat ? Un podcast produit par Le Jour du Seigneur, RCF et les Semaines sociales de France. Présenté par Éric Payet, Étienne Pépin, Isabelle de Golemin. Réalisé par Georges de Genevray. Prise de son, Sylvain Delecroix, Laurent Schwartz. Reportage, Geoffrey Defebvre, Sybille Delettre, Étienne Pépin. Montage son et mixage, Julien Alves. Voix off, Lison Risse. Documentation, Claire Latuile. Production, Frédéric Niquet-Châtelet. Archives, Le Figaro, France Inter, Comité olympique international, Public Sénat, Blast, RTL. Musique, Mima Musique.